Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Rabaha, Musharaka, Soukouk, la finance participative, vous le savez, on en parle très souvent dans les experts. Vous avez promis de faire passer tous les acteurs de la finance participative qui arrive, car l'année 2017 sera l'année de la finance participative au Maroc. Il est 10h14, vous êtes sur Atlantique. Voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans les experts et ravi d'être ensemble jusqu'à midi. On parle de finances participatives aujourd'hui. Vous savez que c'est un sujet que l'on traite très souvent dans les experts. Et l'année 2017 va être l'année de la finance participative. On attendait le cadre juridique de manière beaucoup plus précise. On attendait beaucoup plus de précision, même d'un point de vue fiscal. Et on va faire le point aujourd'hui. On a commencé à recevoir toutes ces banques qui ont eu l'agrément et qui, depuis des années déjà, c'est pas arrivé du jour au lendemain, bien évidemment, on va revenir dessus, et qui vont commercialiser des produits de finances participative. Et on en parle aujourd'hui. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Avec nous sur le plateau, un transfuge des décodeurs. Ça arrive de temps en temps. Hein. Il glisse de 60 minutes. Hein. Voilà, il glisse d'une heure, même si l'heure n'a pas encore changé. Mehdi El Fakher est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Fiscaliste, comment ça va ? Ça va, c'est Mehdi. Bon, ton micro fonctionne pas, ça va bientôt fonctionner. T'inquiète pas, c'est comme ça. On a le micro ? Voilà, Mehdi. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Bonjour Faisal. Ça va, Mehdi ? Ça va. Là, t'as l'habitude de venir un peu plus tôt. Là, t'es là aujourd'hui. Ouais. Bon, avec voilà. le décalage horaire, donc j'anticipe. Voilà. Et puis on a l'habitude de se croiser entre les décodeurs et les experts, bien évidemment, et ça nous permet de discuter fiscalité très souvent. Absolument. Tu sais que c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur. Absolument. J'en sais quelque chose. Et on en parle très souvent. Aujourd'hui, sur le plateau, je suis ravi de recevoir eh bien, on va dire les têtes pensantes de la filiale du CIH qui sera chargée de commercialiser les produits de finances participative. Abdelsamad Aissami, qui est président du directoire d'Omnia Bank, et monsieur Anan Gderi, pardon, c'est ça, hein, c'est bien ça. Gderi, directeur général de Omnia Bank. Vous êtes donc la filiale du CIH qui sera chargée de commercialiser les produits de finances participative. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, on a déjà fait l'émission avec la filiale de Crédit du Maroc. On fera l'ensemble des banques, hein. C'est pas, on fait pas de publicité particulière, mais c'est vrai qu'on pensait que c'était important pour nous de faire parler toutes les banques qui arrivent avec ces produits de finances participative, de connaître leur positionnement aussi, parce que c'est intéressant, de savoir sur quel axe elles vont se développer. Est-ce que ça va être vraiment harmonisé? Est-ce qu'on va être sur une espèce d'entente cordiale, hein, sur des produits essentiellement Murabaha? Vous savez que j'aime beaucoup savoir ce qui va se passer en termes de Musharaka, surtout de l'encouragement à la PME, à la TPE, à l'innovation, à l'entrepreneuriat. Est-ce que la finance participative va y contribuer? Ça sera également un des sujets d'aujourd'hui. Je rappelle encore une fois que vous pouvez nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts. Sur ce sujet, on parlera de fiscalité, et c'est pour ça que Mehdi Fakher est avec nous aujourd'hui. Alors, messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. On vous remercie, nous aussi. Merci à vous. Alors, vous avez eu du mal à vous garer, hein. Exactement. Ça arrive très souvent. Ça, c'est comme ça dans le quartier, et c'est pour ça qu'on fait aussi des émissions avec les collectivités locales. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Alors, c'est vrai que je vais juste vous donner la parole pour savoir aujourd'hui. On reviendra sur le cadre juridique, bien évidemment. On a fait beaucoup d'émissions sur la finance participative, et beaucoup de gens appellent à chaque fois pour avoir des détails très précis, hein, et très concrets sur le fonctionnement de la finance participative et des produits qui vont arriver. Dans votre, je vais pas parler de business plan, mais dans votre stratégie, est-ce que il y a une différenciation qu'on pourra avoir entre les différentes banques? Est-ce que ça pourra se sentir? Est-ce qu'il peut y avoir des positionnements différents en termes de clientèle? Parce que à l'instar de ce qu'on peut se voir pour la banque classique, hein, bien évidemment, on se bat aujourd'hui, toutes les banques se battent sur le digital, se battent sur l'innovation. Est-ce que au niveau de la banque participative, on réagit aux mêmes règles, on s'est régi par les mêmes règles en termes de marketing, en termes de positionnement, en termes de développement de produits? C'est le cas. Effectivement, la banque participative est une banque universelle qui va dispenser tous les services qui sont déjà
fournis par les autres. J'entends le financement, j'entends la gestion de l'épargne, j'entends la prévoyance sociale, j'entends également l'investissement. Notre positionnement en termes de clientèle, étant donné qu'on est en train d'adresser une niche. On est en train d'adresser une niche qui est celle des gens qui pour des raisons d'affinité, de conviction, ne s'adressent pas au marché. Donc c'est déjà une niche. Maintenant, comment on va adresser cette niche au sein de la profession participative, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Il va falloir d'abord mettre le pas dans le plat et ensuite on verra comment les choses vont évoluer. Alors ça c'est quelque chose que je pose à toutes les banques, et alors en off et à l'antenne. On disposait les seules informations marché dont on disposait, c'était une étude qui avait été menée avec, on va parler, on avait le niveau d'appétence que pouvait avoir la population vis-à-vis de la finance islamique. À l'époque, c'était bien mentionné finance islamique dans l'étude. Là, on parle de finance participative. On a plus aujourd'hui de visibilité. J'imagine que oui, vous avez dû faire des études plus approfondies. Et là, par contre, banque par banque, est-ce que vous avez, on a plus d'informations sur le potentiel que ça peut avoir? Vous m'avez dit, il y a une niche, il y a des gens qui ne sont pas dans le système classique, mais il y a aussi ceux qui sont dans le système classique. Est-ce que là, le niveau de connaissance de la finance participative et de son fonctionnement est assez important pour vous permettre d'avoir des indicateurs précis sur le potentiel du marché? Il y a plus d'études qu'avant. Ouais. Effectivement, vous faites référence à une étude d'IFAS qui date quand même de 2012-2013. Maintenant, pratiquement toutes les banques participatives ont mené des études de marché pour supporter leur business plan. C'est des études qui sont davantage faites sur des déclarations d'intention. Oui. Comme toutes les études. Exactement. Ouais. Mais sur un marché qui existe par ailleurs. Dans l'autre cas, le marché n'existe pas encore. Oui. Donc maintenant, on va commencer, effectivement, on va mesurer la différence entre les déclarations d'intention et le fait de franchir le pas vers ce service-là. C'est au bout d'une année, je pense qu'on sera davantage, on en saura davantage sur ce marché que maintenant. Alors, Mehdi El Fakher, on va aller sur le point, sur des points techniques bien précis, qui avaient posé certains problèmes déjà à la base, et notamment le point de vue fiscal. Et c'est vrai que ça c'est intéressant de voir ça. On a eu beaucoup de questions sur le sujet, le point de vue fiscal. Il y avait notamment dans le cadre, alors on va reprendre sur un produit qui est la star de la finance participative, qui est la Murabaha, et on va prendre le cas encore du crédit immobilier par exemple, où on achète un bien, on s'adresse à une banque participative et la banque achète le bien. Je vais schématiser, mais c'est à peu près le schéma qui existe. Achète le bien et vous le revend avec une marge. Et donc à ce moment-là, il y a une double passation de propriété entre la banque qui achète à un promoteur ou à quelqu'un d'autre, et puis la banque qui revend au client. Et là, ça posait le problème de la double imposition. Qu'en est-il aujourd'hui? Absolument. Donc depuis l'institution un petit peu de la loi de finances 2016, ce problème a été résolu. Dans la mesure où il y a eu un alignement, tout simplement, entre les produits conventionnels bancaires et les produits participatifs. Donc aujourd'hui, cette histoire de double imposition, c'est du passé. Je parle de Murabaha oui, sur la Murabaha. Absolument. Donc c'est typiquement le même traitement fiscal que pour un produit conventionnel. C'est-à-dire justement pour le client, il va absolument avoir le même coût fiscal. C'est un petit peu la volonté des pouvoirs publics. Moi, je suis en train un petit peu de simplifier le sujet. Dans la mesure où, auparavant, comme vous l'avez si bien dit, l'interprétation des flux commerciaux entre les deux parties, qui était la banque et le client, était, je dirais, une interprétation qui était conventionnelle. Au lieu de parler d'un crédit bancaire, on ne parlait pas d'un contrat de location, c'est-à-dire un crédit bancaire, un contrat de location adossé à un crédit bancaire. Donc c'était finalement, il y avait l'amalgame. Donc c'était déjà considéré comme étant un contrat commercial éligible au droit commun. C'était pas l'histoire des 10%, des 20%, c'était l'histoire aussi de droits d'enregistrement. Aujourd'hui, avec la loi de finances 2016, il y a eu un alignement, je dirais, quasi parfait entre le traitement fiscal conventionnel et le traitement fiscal pour les produits participatifs. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a été résolu, que ça soit au niveau de l'IS, de l'IR et également au niveau de droit d'enregistrement. Parce qu'on n'oublions pas pour l'IR qu'auparavant, pour plutôt l'acquisition d'une habitation principale, il y avait une petite carotte fiscale, c'était la déductibilité des intérêts. Des intérêts. De 10%. Alors que là, on n'a pas de taux d'intérêt.
Absolument. Donc la marge, donc la déductibilité. Oui. Aujourd'hui, c'est la déductibilité de la marge. Absolument. D'accord. Donc c'est absolument ça. Donc il y a eu un alignement, il y a eu un effort de vulgarisation. Donc ça c'est important, ça c'est quelque chose par exemple qui n'est pas vraiment mis en lumière. C'est à l'instar de ce qui peut se passer dans le crédit classique avec la déductibilité sur l'IR des intérêts que vous payez sur un crédit immobilier. Ça sera la même chose dans la finance participative. Ça sera la déductibilité de la marge. Absolument. Et je parle aussi d'un point de vue conceptuel. Oui. Et je crois que aujourd'hui la filiale du CIH est là pour nous éclairer plus sur l'offre. Pour que nous en tant que praticiens, nous attendons avec impatience l'offre du marché pour pouvoir pour pouvoir tout simplement avoir des éléments, des études de cas, des éléments concrets pour faire cette en quelque sorte cette étude. Hein, oui, pour mettre moi, j'imagine ce que ça va impliquer, vous, à votre niveau, au niveau des entreprises. Bon, il y a la fiscalité des particuliers, mais au niveau de la fiscalité des entreprises, il va falloir s'aligner, harmoniser et interpréter aussi un certain nombre de choses. Absolument, mais une précision de taille. Là, on ne parle pas de Murabaha et Musharaka. Ça, c'est autre chose. Oui. On parle uniquement des produits conventionnels, que ce soit, c'est-à-dire les produits qui sont principalement destinés vraiment à des personnes physiques. Oui. Maintenant, Murabaha Musharaka, c'est un débat à part. C'est quelque chose qui va certainement prendre un peu de temps. Et la loi de finances 2016 ne s'est pas prononcée de façon claire. Donc, il y aurait éventuellement pas d'offre aujourd'hui adossée à un régime fiscal clair, parce que la loi de finances 2016 ne s'est pas prononcée sur le sujet. Alors, c'est ça, mais je vais vous poser une question. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, vous savez, je vous découvre. Hein, je dis pour les gens qui nous écoutent, vous êtes arrivés en cours d'émission. On n'a même pas eu le temps de se présenter. Segadari, j'aimerais juste vous poser une question. Enfin, vous pouvez répondre tous les deux, hein, tout simplement, hein, de savoir dans l'orientation et à l'instar de ce qui s'est passé dans d'autres pays. On va parler de la Malaisie, où on est allé essentiellement. Le marché est accaparé par la Murabaha. Est-ce que vous allez avoir une orientation entreprise en essayant de vous centrer sur la Musharaka avec tout ce qu'elle représente, parce que l'essence même de la finance participative, si je vous demandais quel est le produit qui représente le plus la finance participative, ça serait quoi? Ça serait la Musharaka? Ça serait autre chose? Et est-ce qu'on est dans cet esprit-là? Essayer d'aller contribuer à l'économie, à l'encouragement de l'entrepreneuriat? Ouais, je pense que vous avez résumé en fait l'idée en disant que la finance participative contribue tout d'abord au développement de l'économie. Elle contribue aussi au fait de répondre aux besoins des clients. Si le besoin du client est d'acheter une maison, on essaye d'apporter un financement pour lui permettre d'acheter sa maison. Maintenant, par rapport aux entreprises, il y a plusieurs modes de financement qui dépendent aussi des stratégies et des volontés des entreprises. Parce que quand vous parlez de Musharaka, ça veut dire que la banque aussi prend participation. Il faut que la société ait aussi la volonté de pouvoir entrer quelqu'un avec elle qui participe avec elle au résultat. Certes au risque, mais au résultat aussi. Donc ça va être un écosystème qui va se développer avec les banques, mais aussi avec un changement d'approche de la part des clients. Mais s'il y a une volonté, c'est pour ça que je pose la question, parce que ça, à chaque fois qu'on en parle, et si on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, et si on prend un des hauts lieux de la finance participative comme la Malaisie, on est quand même sur essentiellement de la Murabaha. Donc on est sur faire du chiffre, faire de l'argent, alors que quand on entend le terme finance participative, même si finance participative, si on devait prendre la traduction en anglais, c'est le crowdfunding, c'est de la finance participative, mais on en est loin. Mais c'est en gros essayer d'augmenter toutes ces modes de financement, comme qui est du capital risque. Hein, est-ce qu'on aura cette stratégie? Moi, j'essaye juste d'identifier la banque ou la filiale de banque qui aura cette stratégie orientée PME, TPE, avec la volonté d'aller aider et de créer des projets. Clairement, il y a une volonté d'accompagner les PME pour pouvoir se développer. Mais comme je le dis, ce n'est pas le fait seul de la banque. C'est un changement même de mentalité au niveau des entreprises, au niveau des PME, des TPE, qui s'ouvrent à un mode de financement qui est complètement différent de celui auquel elles sont aujourd'hui habituées. C'est-à-dire prendre du risque pour la banque, mais c'est aussi accepter de partager son business avec la banque. C'est un changement de mode de travail qui est complètement différent, sur lesquels... Il y a beaucoup de PME qui ne demandent que ça. Hein. Le logiciel, c'est au niveau de la banque qu'il faudra le changer. Non, je sais pas, je vous pose la question. Moi, je ne suis pas si certain qu'aujourd'hui, les gens ne demandent que ça.
Je pense que c'est un changement, ça demande à ce qu'il y ait un partage de l'ensemble des données, une transparence complètement totale, une lecture c'est le souci de la bourse. Voilà, c'est une lecture des livres qui est à livre ouvert. C'est une évolution. Je pense qu'elle est profitable pour tout le monde. Je pense qu'on ira vers ça, mais je pense qu'il faut donner aussi le temps au temps pour que les choses se passent ainsi. Aujourd'hui, on financera probablement, parce que la demande ira vers ça aussi, on financera du bien immobilier, on financera des promoteurs immobiliers, quelques entreprises, et notre stratégie de les accompagner clairement pour leurs achats de matières premières, pour les aider dans leur transformation. Arriver à ce changement de mentalité pour dire on accepte que la banque vienne avec nous partie prenante, est quelque chose que les entreprises vont aussi devoir faire. Je pense que nous avons une maturité pour pouvoir le faire du côté banque. Il faut aussi que les entreprises puissent s'habituer à ça, être plus en confiance pour pouvoir le faire. Je pense qu'on y arrivera. En tous les cas, si on commence la finance participative, c'est aussi pour aller dans ce sens-là. J'espère. C'est pour ça que justement, là, c'est intéressant de voir dans quelle mesure ça sera appliqué. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, nous parlons de finances participatives et dans la dynamique que nous avions amorcée, surtout depuis le début de cette année où ont été annoncés l'ensemble des agréments. On l'attendait depuis un moment. Ça fait plus de 2 ans, nous, qu'on en parle dans cette émission et à chaque fois on se disait, mais quand est-ce que ça va arriver? Bon, voilà, c'est clair. Cette année, c'est clair, net et précis. Et c'est vrai que tous les agréments qui ont été donnés aujourd'hui nous permettent de faire le tour de toutes ces banques. Aujourd'hui, avec nous, j'ai le plaisir de recevoir M. Abdessamad Aissami, qui est président du directoire de Oumnia Bank, avec M. Hanan El-Gdari, directeur général de cette même banque, qui est la filiale du CIH, de la finance participative, et Mehdi Fakhel, qui est avec nous, fiscaliste. N'hésitez pas à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80, ou la page Facebook des experts. J'ai déjà des questions sur la page Facebook des experts, et notamment sur les problèmes de non-paiement, c'est-à-dire à quelle sauce vont être mangés les gens qui vont être en contentieux au niveau des banques participatives, et surtout les ponts, et ça on en avait déjà parlé, avec la loi de protection du consommateur, et notamment un des sujets qui revient le plus souvent, c'est les remboursements anticipés. Vous savez, ces remboursements anticipés qui sont régis par la loi de protection du consommateur, où vous le savez, on ne peut pas faire payer comme ce qui était le cas avant un certain nombre de mois d'intérêt lorsqu'il y avait un remboursement anticipé. Il y a ce problème qui est posé aussi au niveau des remboursements anticipés dans le cadre de la murabaha, bien évidemment, et dans le cadre de l'achat d'un bien. Alors déjà sur ce plan-là, au niveau du remboursement anticipé, après on parlera des problèmes de contentieux qu'on peut avoir, comme toutes les banques peuvent avoir, des gens qui arrêtent de payer. Sur les remboursements anticipés, qu'est-ce qui est prévu? La différence entre la banque conventionnelle et la banque participative, c'est que lorsqu'on parle de murabaha par exemple, et que au terme d'un certain nombre d'années de remboursement, le client a eu une aisance et vient solliciter la banque pour effectivement effectuer des avances plus importantes. L'intégralité de la marge sur la période restant due est due. Oui, c'est ça le problème. Ce sujet est la différence qui existe entre la banque conventionnelle et la participative. Mais par ailleurs, également, lorsque le client fait défaut au sein de la banque conventionnelle, des majorations, des ajouts viennent s'ajouter à ce qui est déjà dû. Chose qui n'est pas le cas dans la banque participative. Donc, dans ce cas d'espèce, si le client effectivement rembourse, dans le contrat, la banque pourrait effectivement excuser le client d'une partie de la marge à venir et ne retenir que ce qui est communément admis, le capital restant dû plus une marge. Mais on n'appliquerait pas ce que vous aviez mentionné, qui est mentionné dans la loi sur la protection du consommateur, un nombre maximum d'intérêts, parce qu'effectivement, à ce niveau-là, aujourd'hui, il n'y en a pas. À ce niveau-là, il y aura des amendements à opérer au sein de la loi sur la protection du consommateur pour intégrer la finance participative.
Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment harmonisé ? Ça c'est un cas spécifique. J'imagine qu'il y en a d'autres. Je vais pas aller fouiner, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce qu'on a suffisamment anticipé tous les contradiction, alors peut-être la non-harmonisation entre la loi de protection du consommateur et puis le DOC aussi, et puis tout ce qui concerne l'activité des banques participatives. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'il faudrait régler avant ? Alors on parlera de l'assurance bien évidemment aussi, mais avant de lancer tous ces produits. Est-ce que vous imaginez qu'il peut y avoir des problèmes ? Moi, je dirais tout d'abord, il ne faut pas oublier que la finance participative devrait évoluer dans des écosystèmes propres. C'est déjà un sujet qui est très important parce qu'il faut imaginer un marché interbancaire propre. Full compliance, compliance. Donc là, effectivement, il y a des modifications à faire au niveau des textes pour faire le distinguo entre un écosystème propre à la banque conventionnelle et un écosystème propre à la banque participative, dans un premier lieu. Maintenant, effectivement, au niveau contractuel, il y a le DOC, bien sûr, qui est la référence majeure et principale en matière de contractualisation, mais il y a aussi la loi bancaire, qui a été harmonisée déjà pour tenir compte de ces finances participatives. Donc les dispositions de droit commun, les décisions communes vont bien sûr sont applicables à la banque conventionnelle comme à la banque participative. Il me semble aujourd'hui que sur le plan purement contractualisation, engagement, le nécessaire a été fait. Même au niveau de Banque Maghreb a déjà émis pas mal de circulaires internes pour un petit peu harmoniser le traitement comptable, le traitement, prudentiel et ainsi de suite. Maintenant, effectivement, en ce qui concerne les lois telles que la protection de consommateurs, effectivement, il y a des ajustements, des réglages. Mais il me semble qu'un travail colossal a été déjà fait. Un travail très important. Nous n'allons pas dire qu'il est suffisant, mais nous n'allons pas dire qu'il n'est pas du tout suffisant. Mais il a été fait progressivement, graduellement, de façon à faire disposer les banques participatives des meilleurs, un petit peu du meilleur cadre réglementaire et légal pour pouvoir opérer. Non mais voilà. Vous comprenez bien la question, et puis ça c'est des questions qui reviennent très souvent lorsqu'on parle de finances participatives, c'est tous les ponts qu'on peut avoir avec les législations en vigueur. Alors même avec les systèmes en vigueur, on parle du crédit de bureau, on parle de tous ces fichiers Experian où il y a on pouvait avoir c'est-à-dire la question est de savoir est-ce que les gens, imaginons les petits malins là qui sont soit en interdit bancaire, soit qui ont essayé de dégrainer toutes les banques de la place, vont se dire ah bah chouette, il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a la finance participative, ils sont très gentils, etc. Je vais y aller. De quelle manière sont connectées, c'est-à-dire toutes ces filiales? Est-ce qu'elles sont considérées comme n'importe quelle autre filiale de banque, comme n'importe quelle autre banque? Vous pourrez consulter tous les fichiers des autres banques, ou alors profiter de tous ces retours d'expérience pour être connecté, de dire bah non, voilà, ces gens-là ils ont un rating et on sait qu'ils sont surendettés, etc. Est-ce que c'est connecté? Oui, je dirais oui, d'abord. Et puis, je pense qu'il faudrait retracer ça dans le contexte, le reposer dans le contexte. C'est que le Maroc a fait un travail qui est extraordinaire par rapport à d'autres expériences qu'il y a eu dans le monde, notamment en Malaisie, en Égypte, en Turquie, partout dans le monde. Le Maroc a pris le problème ou le sujet par le bon bout. C'est-à-dire qu'il a mis tout le corpus réglementaire et légal d'abord à jour, avant de lancer la finance participative. Ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays. Les autres pays ont commencé, disons qu'ils ont appris en marchant. Nous avons déjà mis un énorme socle déjà en place, un travail colossal. Et il faut reconnaître ici la vérité, il faut reconnaître tout le travail qui a été fait par Banque Maghreb, par toutes les autorités, y compris fiscales ou autres, qui ont donné toutes les chances à cette finance participative de réussir son lancement. Nous sommes des banques à part entière. Nous sommes assujettis aux mêmes règles prudentielles, aux mêmes règles de suivi, à la même supervision bancaire, et nous avons tous les moyens dont disposent les banques justement pour pouvoir connaître l'état d'un client, c'est-à-dire l'ensemble de ses créances, éventuellement s'il est contentieux, s'il a des impayés ou autres. Nous sommes des banques qui avons tout le dispositif qui nous permet de pouvoir piloter justement l'activité. Et au niveau réglementaire et juridique, là aussi, il y a eu une approche qui a été intelligente. Ce n'est pas de dire on va créer un environnement spécifique, mais ça a été, on va dire, des modifications au niveau des textes de loi qui ont permis à la banque participative de pouvoir trouver un écrin dans lequel elle peut se développer.
Alors, j'ai une question qui est très précise de Omar, et que je pense qu'il y a un moment, on avait eu cette question-là, et c'est vrai que au niveau de banque, ça va être intéressant de connaître votre réponse. Comme n'importe quelle banque, il va y avoir des comptes courants. On est bien d'accord. Vous n'êtes pas là seulement pour donner des crédits. Il va y avoir des comptes courants. Dans les comptes courants, que vous soyez entreprise ou particulier, soit vous avez droit à un découvert si vous le négociez, et dans une entreprise, vous avez le droit à des facilités de caisse. Et tout cela, c'est considéré comme des crédits. C'est de la trésorerie ou du financement de trésorerie à court terme avec des taux d'intérêt. Est-ce que ça va exister dans la finance participative? Et quel nom on va lui donner? Et ça, en gros, vous êtes en train de me dire, est-ce qu'on va pouvoir être dans le rouge dans un compte qui est ouvert dans une banque participative? Et si on est dans le rouge, est-ce que ça a une autre couleur? J'en sais rien. Est-ce que ça sera du vert, ou est-ce qu'on donnera, comment on va gérer ça? J'imagine une entreprise qui veut ouvrir un compte dans une banque participative, elle doit fonctionner avec une facilité de caisse. Ou alors, si elle a la capacité de fonctionner sans facilité de caisse, c'est que vraiment, là je me tourne vers Mehdi Farid, c'est que tout va bien. Le rouge est banni dans la banque participative. D'accord. Absolument. Ça c'est clair. Pas de crédit de fonctionnement. D'accord. Non. Alors attendez. Non mais ça c'est intéressant parce que c'est pas complètement juste. D'accord. Ok. Je tempère cette affirmation. Le rouge est banni dans le sens où le business model de la banque participative bannit prêter de l'argent pour de l'argent. Oui. Donc effectivement, une entreprise qui veut fonctionner, qui veut avoir effectivement des crédits de fonctionnement, elle va repenser sa manière de financer son activité. Effectivement, et nous, ce qu'on leur propose, c'est que au lieu de solliciter la banque quand ils sont vraiment à bout, c'est qu'on se prenne bien en avant et qu'on voit tous les sujets qu'on peut financer moyennant les mécanismes de la banque participative. À savoir, on peut leur acheter de la matière première pour la transformer. On peut leur acheter des équipements pour la transformer. Au lieu que ces deux composants soient financés en fonds propres, nous proposons de le leur financer et que eux gardent leur trésorerie en fonds propres pour financer les biens qui ne peuvent pas être financés par la banque participative. Ça, c'est une démarche qu'on proposerait. Ça, c'est des cas très particuliers. Parce qu'il y a quand même, ça dépend du business model des entreprises. Je prends une entreprise de service, on est essentiellement dans le service, que ça soit les PME ou les grandes entreprises. On n'est pas un pays industrialisé, et on le sait. C'est-à-dire, en gros, et on le voit avec les études qui sont faites sur les délais de paiement, sur une vraie réalité, sur les retards de paiement. Les gens ont besoin de soit de trésorerie, soit même pour payer les salaires, tout simplement, ou pour payer les impôts, des fois, avant même on peut parler des acomptes de l'IS. Là, les entreprises, on va en parler bientôt. Mais voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une vraie réalité dans la gestion de la trésorerie des entreprises qui dépend de la conjoncture et qui, des fois, il y a un besoin de cash pour faire face à des dépenses qui sont de fonctionnement. Ça, c'est pas possible dans la finance participative. D'accord. Il va y avoir une évolution dans le modèle marocain. On va permettre effectivement qu'on fasse du commerce sur les services. Chose qui n'est pas encore admise et intégrée dans les textes actuels. D'accord. On ne peut faire du commerce que sur des biens tangibles. Par ailleurs, dans d'autres contrées, le commerce des services existe. On peut faire de la ijara de voyage, de la ijara de prestations sanitaires. Quelqu'un tombe malade, a besoin de se faire soigner, effectivement, il peut faire recours à cela. Et on peut faire également de la ijara sur de la prestation intellectuelle. Quelqu'un qui vient vendre du service, je peux acheter ce service-là moyennant un financement participatif auprès d'une banque participative. Ça existe au Golfe. Ce n'est pas encore le cas au Maroc. Je pense qu'avec le temps, nos jurisconsultes, effectivement, vont intégrer ces éléments-là et vont évoluer dans leur réflexion par rapport à ce sujet. Mais dans l'état actuel des textes, ce n'est pas encore le cas. Donc, je pense qu'il y a un point qui est très important qui qualifie la finance participative, c'est que l'ensemble des financements que l'on fait doivent avoir une réalité économique. Ce qui n'est pas toujours le cas avec une facilité de caisse. C'est-à-dire une facilité de caisse, il y a certes une étude, on sait que les entreprises parfois peuvent prendre 2-3 fois la facilité de caisse au niveau des banques, et il n'y a pas une causalité directe parfois entre les transactions. Qui peut, d'ailleurs, on a déjà vu des sociétés qui peuvent se retrouver en défaut pour ne pas pouvoir justement rembourser par leur cycle d'exploitation ces facilités de caisse. Dans la finance participative, il y a une causalité directe, c'est-à-dire que tout
les financements doivent être causés, doivent être justifiés par des transactions économiques. Effectivement, sur tout ce qui est bien d'équipement, sur tout ce qui est actif tangible, nous savons faire. Pour tout ce qui est service, c'est quelque chose qui pourra évoluer dans le temps. Je pense qu'il faut déjà commencer avec les actifs tangibles. Je pense que les services pourront venir demain, mais c'est quelque chose qui est permis. Mais ce qu'on peut retenir, c'est justement cette causalité qui est importante. Les facilités de caisse pour les particuliers, c'est la même chose. Quand vous donnez une facilité de caisse pour un particulier, on a souvent entendu dire c'est bien, je peux vivre avec 2 mois de salaire. Oui. C'est-à-dire j'ai mon mois et j'ai mon mois de facilité de caisse. Il n'est pas vrai qu'on vit avec 2 mois de salaire, c'est-à-dire qu'on consomme un deuxième mois de salaire une fois dans sa vie. Vous avez votre salaire, vous terminez votre salaire, vous avez encore un mois de salaire en facilité de caisse, vous l'utilisez en achetant des biens, souvent, généralement, par des achats un peu impulsifs, parce que vous avez la possibilité de pouvoir l'utiliser. Quand votre salaire du mois d'après vient, il trouve déjà un compte qui est à moins un salaire, donc il se retrouve à 0. Et donc finalement, vous avez consommé un mois, tout simplement que vous passez des années à rembourser ou peut-être pas, parce que vous vous retrouvez à la fin avec l'obligation de le consolider avec un crédit à la consommation ou autre. Non, mais vous êtes en train de nous décrire les problèmes du découvert. Ça, on est bien d'accord. Mais j'imagine, j'ai pas les chiffres, mais j'imagine que le découvert doit être très utilisé quand même. C'est un argument de vente aussi que les banques utilisent lorsque les clients viennent pour ouvrir un compte. C'est un argument de vente aussi lorsqu'une entreprise vient. Ah, mais on va voir votre chiffre d'affaires et puis on va vous proposer une facilité de caisse de temps avec un ratio, je sais rien. Voilà. Et puis c'est quand même un argument de vente. Aujourd'hui, est-ce que la finance participative pourra s'en passer de cet argument de vente entre guillemets, qui est, même si parfois elle n'est pas utilisée, est quelque chose de, on va dire, rassurant pour l'entreprise qui se dit oulala, mais je peux quand même y faire face. Mais on peut comprendre que c'est dans le mécanisme, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire pour le dupliquer au niveau de la finance participative. Parce qu'on a vécu uniquement sur les dernières décennies avec la banque conventionnelle. Oui. Effectivement, on a pris un pli. Maintenant, le côté éthique de la banque participative qui est en train de s'exprimer, qui va permettre quelque part de limiter l'endettement excessif des ménages. Disons les choses telles qu'elles sont. Oui, ou effectivement, pour le côté des entreprises, il y a effectivement des entreprises qui sont serrées, qui pour une dégradation de leur recouvrement fait qu'ils ont des besoins. Mais il y en a d'autres qui détournent la facilité de caisse de son utilité initiale, qui prennent l'argent de la société parce qu'ils confondent l'argent de la société avec l'argent personnel, qui prennent l'argent de la société... Ça, on a eu des cas dans les grandes entreprises. Hein. Non, c'est pas le cas pour... non, mais c'est vrai. Non, mais ce que vous dites, le côté éthique, gestion, comme on a l'habitude de dire, de bon père de famille. Hein, comme exactement. J'aime bien utiliser ce terme-là. C'est-à-dire, je dépense que juste ce que j'ai. Bon, on est dans le monde de l'entreprise, on est loin de ça quand même. Mais pour les banques, il faut pas oublier que même cette préoccupation, faut qu'il soit éthique, c'est une préoccupation qui est devenue technique par la force des choses. Non, mais ça, forcément, on a bien compris. De toute façon, les banques chaque année sont amenées à renouveler les lignes de fonctionnement, à revoir un petit peu les facilités, à revoir un petit peu les engagements, et c'est là qu'ils découvrent que l'objet initial aurait été détourné. Parce que de toute façon, la banque, avant qu'il puisse accorder une facilité de caisse ou une ligne de fonctionnement, c'est sur l'étude d'un dossier. Derrière un RITI, il y a derrière plutôt un dispositif réglementaire qui est assez serré, et le client est censé respecter ses engagements. J'ai jamais vu de toute ma vie personnellement une banque qui octroie des crédits à blanc. Donc, jamais l'intention, en tant que tel, il y a un comité, il y a des comités, il y a des personnes qui sont habilitées, il faut documenter, il y a Banque El Maghreb qui, en tant que régulateur, qui suit ça de très très près, il y a les commissaires aux comptes et les auditeurs aussi qui suivent ça. Ce qui fait que c'est, aujourd'hui, le grand problème, c'est que chaque client, aujourd'hui, bon, pour les particuliers, c'est un peu particulier, mais même aujourd'hui, les sociétés de crédit à la consommation sont obligées de disposer d'un fonds de dossier physique et d'un minimum d'informations sur l'utilité et sur l'objet. Parce que c'est pas du tout beau, même pour l'économie, de créer de la monnaie effective, de créer de l'inflation qui va pas être remboursée. C'est l'augmentation du coût de risque pour les banques, et c'est quand même le risque un petit peu de surendettement des ménages. Avec la finance participative, ce contrôle se fait en amont. C'est un peu la différence. Voilà.
Alors, vous aviez évoqué ce qui se passait lorsque il y avait un défaut de paiement, mais là c'était la question qu'on avait sur Facebook tout à l'heure sur concrètement comment ça va fonctionner, parce que ça aussi c'est dans l'imaginaire, dans le, je sais pas si c'est une légende urbaine où les gens se disent mais bon si moi je rembourse pas dans le cadre de la finance participative il va rien m'arriver parce qu'il suffit que je dise que je suis de bonne foi et que j'ai eu un problème, etc. Dans la loi de protection du consommateur, on connaît le délai de grâce qui doit être rendu par un juge et qui peut ordonner à la banque ou à la société de crédit de suspendre les traites pendant 2 ans maximum, etc. Qu'est-ce qui va en être au niveau de la finance participative concrètement lorsqu'il y a un défaut de paiement? Est-ce qu'on pourra faire appel également à un juge dans le cadre de la loi de protection du consommateur? Et est-ce qu'il y a, on va pas parler de pénalité, comment ça va fonctionner? Alors de ce côté-là, les règles qui s'appliquent sont exactement les mêmes. D'accord. Entre les banques conventionnelles et les banques entre les banques participatives. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on prend un crédit, il faut le rembourser. Oui, mais ça c'est Dans les demandes. Ça paraît une évidence, mais c'est quelque chose qu'il faut dire. D'autant plus que les banques participatives ont une responsabilité qui est, je dirais, même plus grande que les banques conventionnelles. Parce qu'il faut savoir que le mot participatif, vous l'avez évoqué, c'est le fait de participer dans les financements avec les entreprises. Mais le participatif, il faut le lire aussi autrement. C'est que nous avons des dépôts qui sont des dépôts d'investissement que les clients viennent nous donner et nous avons la charge de les gérer en bon père de famille. C'est-à-dire que l'ensemble des résultats que nous dégageons au niveau de la banque, une part revient aux personnes qui ont déposé leur dépôt d'investissement au sein de la banque. Donc la responsabilité au sein de la banque participative est d'autant plus grande, puisque nous ne servons pas que nos actionnaires, comme on le fait dans les banques conventionnelles, nous servons nos actionnaires et nous servons aussi nos clients. À l'inverse, au niveau des banques conventionnelles, il y a des dépôts à terme, c'est-à-dire que les gens ont un intérêt qui est assuré, quel que soit le résultat de la banque, tandis que dans les banques participatives, le revenu des dépôts d'investissement n'est que le fruit des résultats que dégagent les banques. Donc, ce qui veut dire par là que, en termes de bon père de famille, c'est-à-dire que nous devons veiller au risque quand on donne un crédit et nous devons veiller aussi au recouvrement quand le dossier est en défaut et à mettre en œuvre toutes les possibilités que nous avons pour pouvoir recouvrer rapidement les biens. Maintenant, si quelqu'un est en défaut de bonne foi, comme cela peut arriver, bien évidemment, la banque aussi a cette responsabilité de pouvoir l'accompagner pour le remettre sur les rails et qu'il puisse sereinement pouvoir repayer son crédit. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 11h08 et si vous venez nous rejoindre, sachez que nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous sommes en direct et on parle de finances participatives. Aujourd'hui, je reçois Abdessamad Aissami, président du directoire de Omnia Bank, avec monsieur Adnan El-Gdeli, directeur général de cette même filiale du CIH en finances participatives, et Mehdi El-Fakher, qui est notre fiscaliste maison. Voilà, chaque fois que je le vois les impôts. Voilà, taxes, fiscales. Voilà, il nous éclaire sur ce sujet. 0522 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Alors vous pouvez nous poser toutes vos questions. Vous voulez que je dise à l'antenne ce que j'ai envie de ça? La cible, la cible de la finance participative. Alors j'ai une question qui s'adresse à vous, à votre banque, et c'est vrai que ça c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que ces banques participatives, lorsqu'on parle de Mourabaha, notamment dans le cadre de l'immobilier, de l'achat d'appartements, est-ce que on se pose la question finalement, le métier d'une banque, est-ce que ça va devenir du négoce? Parce qu'à ce moment on peut se dire, est-ce que vous allez acheter des maisons et les revendre? Et à un moment on peut se dire, oh là là, mais vous êtes finalement un intermédiaire entre le promoteur immobilier et le client. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser une question, est-ce que vous allez créer vous pouvez faire des joint ventures avec des sociétés immobilières ou devenir vous-même vendeur? Et là la limite elle est quand même ténue. Est-ce que le cadre juridique a prévu ça ou est-ce que c'est ouvert? C'est un business model qui existe par ailleurs. Effectivement, certaines banques, notamment au Koweït, pour ne pas la nommer la Kuwait Finance House, portent sur ses actifs des maisons, des immeubles. Et effectivement, elle a un des bilans les plus importants. Cette même banque a un niveau de rentabilité plus important que certaines confrères dans le monde de finance islamique. Ah, mais c'est plus le même métier, là.
Vous voyez ce que je veux dire? Alors, non mais c'est même complètement le métier de la banque participative. C'est, comme on le dit souvent, c'est un intermédiaire économique et non pas un intermédiaire financier. Absolument. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complètement investi dans le développement de l'économie du pays. Et ça peut passer aussi à terme par ce type de fonctionnement. Aujourd'hui, je dirais que nous en sommes à l'état zéro de la finance participative au Maroc. C'est-à-dire, on démarre. On démarre, il va y avoir de l'ingénierie financière, il va y avoir de nouveau, on va restructurer le modèle de développement des banques. Et je pense il ne faut pas calquer l'idée qu'on a aujourd'hui du modèle de banque conventionnelle. C'est-à-dire que la finance participative fera son chemin et se créera son modèle à elle. Il faut lui donner le temps de le faire. Il faut d'abord commencer. Je pense qu'il est important de dire il faut qu'on pose la première brique. On va commencer par ouvrir des comptes, on va commencer par financer des biens immobiliers. Mais demain, vous aurez donc une industrie qui se met en place avec des gens qui vont la gérer et qui vont, eux, impulser un nouveau modèle et qui vont devoir introduire des demandes au niveau des lois de finances successives qui vont venir pour faire évoluer le métier. Ils vont inventer de nouveaux modèles de partenariat justement avec des acteurs économiques au niveau du pays. Et je pense que aujourd'hui, on a devant nous quelque chose qui va se construire. Peut-être un moyen, même pour illustrer ce sujet, on parle souvent du sujet Moucharaka. Oui. Imaginez qu'un promoteur immobilier, que la banque vienne chez lui et achète son projet. Ça, c'est de la Moucharaka effective. Et elle va permettre à travers cet achat de s'impliquer davantage dans le tissu économique. Donc elle va elle-même porter une partie du risque. C'est vrai, je vous pose la question. Non, moi, je vous écoute, je suis juste en train d'essayer de connecter le côté éthique avec la réalité du marché en termes de promotion immobilière. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque et ça je vous pose la question, et encore une fois, vraiment d'un point de vue éthique dans de la banque participative, que les banques deviennent finalement, comme celle que vous venez de nous citer, avoir un certain nombre d'actifs immobiliers qu'elle va être finalement tenter de vendre et donc d'orienter. On oriente l'économie, on oriente pas l'économie de manière générale, mais on va orienter le client vers l'achat d'un certain type de biens immobiliers. Alors que votre rôle, il est là, c'est le rôle de financement, c'est d'acheter un bien qu'on a choisi pour vous le revendre. Le fait qu'il soit à vous au départ et qu'il y ait des joint ventures solides qui soient signés, est-ce que c'est pas un risque finalement d'orienter et que ça contribue à seulement quelques acteurs économiques? Je pose la question vraiment d'un point de vue éthique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui que le métier de finance participative, et je pense que le contrôle CSA mais aussi CDL, il est hautement cadré. Oui. Il y a derrière au Conseil des Oulémas, il y a également Banque Maghreb, il y a la Banque centrale. Il y aurait certainement un contrôle permanent, aussi un contrôle périodique, un contrôle sur place. Et l'ensemble des opérations, surtout dans cette toute première période plutôt, vont être passées à la loupe, il faut le dire, pour qu'ils soient examinés de façon à ne pas nuire à l'économie et ne pas nuire aux intérêts du client. Donc, tout produit ou toute offre qui est dans l'intérêt du client marocain devrait être validé. Parce qu'il y a vraiment ce filtre. Et s'il y a, je dirais, surtout avec au Conseil des Oulémas, quand même, c'est quelque chose qui est relativement très cadré. S'il y a le moindre soupçon sur la partie éthique, il me semble que ça va bloquer. Ça devrait bloquer. Je pense même, j'irai un peu plus loin. La relation entre un particulier et un promoteur est déjà défavorisée et favorisée du côté du plus fort. Forcément. Quand vous avez une banque dans l'opération qui vient intercéder pour le compte du consommateur final, qui est le ménage qui cherche à acquérir la maison, il sera davantage plus sécurisé. Parce que certaines pratiques qui sont en train de disparaître, le noir, la banque ne pourrait pas le pratiquer. Le fait qu'on s'engage vis-à-vis du client pour le livrer dans un délai, la banque non plus ne peut pas faillir à ce niveau-là. Donc on va sécuriser et on va installer un certain nombre de bonnes pratiques éthiques qui vont contribuer à l'amélioration du paysage. Maintenant, ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on va plutôt pousser à un client à acheter chez tel promoteur qui est dans notre stock plutôt que tel autre? Je traduis un peu ce que j'ai compris de votre réflexion. La décision d'achat, de toutes les manières, émane du client.
il ne va pas acheter dans un quartier si vous lui en proposez un autre. Wow, c'est sûr. Si on était dans un marché de l'immobilier rationnel, vous avez une crampe. Je vous laisse, allez-y. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Hein. Il prend le relais. Je prends le relais pendant qu'il... Voilà, il sort du terrain quelques instants, on va lui mettre ça. J'aurais jamais cru qu'en parlant de finances participatives, on pourrait avoir une crampe. Ça doit être le siège. Non, je rejoins tout à fait Samad dans ce qu'il dit. Effectivement, le besoin du client émane d'abord de ses propres besoins, c'est-à-dire de son quartier, de son niveau de prix, etc. Maintenant, je dirais que si la banque propose des choses qui sont en droite ligne avec ses besoins, ben c'est tant mieux. Je pense que la banque a un rôle à jouer en termes de tiers de confiance. Et je pense que c'est un des rôles qu'elle jouera à l'avenir. C'est-à-dire même quand vous financez de l'immobilier, quand vous faites de la promotion, quand vous faites de la promotion de promoteurs, etc., ben quelque part, c'est votre image qui est derrière. Et donc, on joue sur du très long terme. On n'est pas là sur des ventes, spéculatives ou sur des ventes opportunistes. Mais je me faisais l'avocat du diable parce que si on devait, là on parle d'immobilier, mais si on parlait de voitures, par exemple, qui va être aussi un marché en termes de financement, toutes les banques de la place, quasiment, ont des filiales en LLD parce qu'elles ont le financement pour pouvoir acheter des voitures et pour pouvoir, dans le même principe, avoir un stock de voitures. Je suis en train de schématiser, mais c'est à peu près ça. Si on devait dupliquer ce principe de l'immobilier sur l'automobile ou sur d'autres biens, sur d'autres biens d'équipement, ça serait un peu le même modèle. C'est Farkas, je vous dois dire non. Je dirais aujourd'hui que en termes de participation, c'est déjà cadré par le Banque El Maghreb. Le Banque El Maghreb, il oblige à avoir vraiment des quantités en matière de prise de participation et de ce fait de taille de business. Primo. Oui. Secondo, le client, il reste souverain. Il reste souverain dans la mesure où c'est-à-dire même la banque lorsqu'il propose, il n'oblige pas et il ne met pas comme condition de prendre la filiale ou de travailler avec la filiale de la banque. C'est juste une proposition. Tout dépend de l'offre. Si l'offre est attractive, s'il n'y a pas de blocage, le client il va jouer le jeu. S'il y a des blocages, le client il reste souverain, il va dire ça coûte cher, c'est pas du tout dans mon intérêt, je vais pas y aller. Ça c'est dans le meilleur des mondes, hein. Vous savez tous les dossiers qu'on traite dans les experts. Mais c'est hautement le climat, je dirais un petit peu l'environnement bancaire, il est hautement concurrentiel aujourd'hui. Ah mais si la finance participative arrive à apurer tout ça, mais moi j'applaudis des quatre mains. On a Salah de Mohammedia. Bonjour Salah. Bonjour monsieur Tadlaoui. Bonjour, c'est Salah. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Ça va, merci. C'est la première fois que je donne des crampes à mes invités, alors ça doit être de ma faute. Je vous écoute, Assidi, allez-y, on vous écoute. Donc, merci à vous inviter aussi. Moi, je prends un petit peu la discussion en cours de route et j'ai entendu Moucharaka et tout ça. Donc, en principe, le client, moi, en tant que, par exemple, le client qui voudrait acheter une maison, tout ça, je suis obligé de passer par la banque, et puis après, le promoteur. Donc, si le Moucharaka cherche à protéger les intérêts, c'est les intérêts de qui? C'est les intérêts de la banque et du promoteur. Ça, c'est la question que vous posez. Non, c'est-à-dire que moi, je me pose cette question. C'est-à-dire que Moucharaka entre qui et qui? Entre les gens qui ont de l'argent. C'est la banque d'une part et les promoteurs. Donc, par exemple, le consommateur, il est tout le temps entre, donc, disons, le marteau et l'enclume. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces salariés qui se posent la question? Voilà, là, en fait, faut pas confondre Moucharaka et Mourabaha. Là, vous avez évoqué la Moucharaka dans le sens où la banque peut, avec un promoteur immobilier, justement, être dans le même bateau. Ça, c'est le Moucharaka entre la banque et un porteur de projet, un promoteur. Mais vous allez acheter dans le cadre de la Mourabaha. Exactement. Ouais. J'ai confondu les auditeurs à travers cet exemple-là. Effectivement, la banque s'associe au promoteur pour développer son produit, mais une fois que le produit est fini, le client peut s'adresser directement au promoteur et acheter en cash. Il peut s'adresser au promoteur et acheter à travers une banque conventionnelle, comme il peut s'adresser au promoteur et dire j'ai de l'intérêt pour acheter dans le participatif. Dans ce cas d'espèce, au lieu d'acheter du promoteur s'il veut financer son bien en Mourabaha, c'est la banque qui va acheter le bien de chez le promoteur et le lui revendre. Et donc c'est dans ce cas-là qu'on va dénouer la transaction vis-à-vis de l'acquéreur final. Là, j'ai mis deux exemples en même temps. Le financement du promoteur pour le développement de son projet et le financement de l'acquéreur pour l'acquisition de son logement.
Est-ce que la VFA, c'est une question que j'ai sur la page Facebook, va être possible avec la banque participative? Le financement de produits en VFA, vous le savez, c'est quelque chose dont on parle très souvent ici, la vente en état futur d'achèvement. Étant donné qu'on est sur l'asset backing, l'essence même de la banque participative, c'est d'avoir un bien derrière, adossé à un bien. Est-ce qu'un bien en cours de construction peut être financé dans le cadre de la banque participative? C'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire des avances pour réserver un bien et que ça soit financé avec toute la complexité que ça a apporté avec le système de caution, de pouvoir financer le projet, etc. Ou alors on est seulement dans des projets immobiliers qui seront finis, titrés, disponibles à la vente. En tout état de cause, sur le plan purement fiscal, avec le décret de la perception de certaines recettes de l'État, qui remplace temporairement la loi de finances 2017, il y a eu un traitement fiscal pour la première fois des contrats VFA. Oui. Donc les contrats VFA sont possibles d'un point de vue fiscal, même en absence d'un transfert de propriété. Vous êtes bien placé. Donc effectivement, il n'y a pas encore de transfert de propriété. C'est le cadre actuel, c'est un amendement du DOC. Donc il n'y a pas une loi propre à la VFA, mais sur le plan fiscal, ça a été harmonisé. En tout cas pour la partie TVA. Je dis. Juste pour effectivement encourager l'écoulement, bien sûr, des stocks de l'immobilier et rendre un peu légal cette opération, parce qu'il crée beaucoup de problèmes. Mais je crois que ça me poser la question parce que comme je schématise encore une fois, c'est comme ça que ça se passe. Vous achetez le bien, vous le revendez. Je me pose la question, est-ce que ça sera possible d'acheter en VFA à travers une banque participative? C'est une question qui est, je pense, intéressante parce que la VFA déjà aujourd'hui n'est pas très utilisée. C'est un mode de financement qui n'est pas... Elle est très utilisée, mais son cadre juridique n'est pas respecté. Nuance. Oui, la pratique veut qu'effectivement il y ait des réservations qui se font, alors qu'ils ne sont pas encadrés justement par la VFA, qui elle apporte un cadre juridique qui mérite d'ailleurs d'être d'évoluer encore, parce qu'il ne sécurise pas complètement encore l'acquéreur, parce que là, il y a plusieurs formes de VFA. Il y a une forme de VFA, par exemple, quand on achète en VFA, on est déjà propriétaire. C'est-à-dire que ce qui n'est pas le cas... Ça, c'est la VFA française. Ce qui n'est pas le cas au Maroc. C'est-à-dire qu'au pire des cas, ici, on se voit rembourser son avance avec éventuellement une pénalité, mais vous perdez la propriété du bien. Cela étant, sur la VFA, aujourd'hui, il n'y a pas encore une position du CSO sur le sujet, parce que les banques n'ont pas encore introduit de dossier. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut demain faire l'objet d'une demande ou d'une structuration que les banques pourront faire au CSO. Il n'y a pas d'interdit, mais ce n'est pas non plus autorisé. Je pense qu'il y a un point de vue... Mais c'est-à-dire dans l'esprit même de la chose et de la finance participative, vous n'aurez pas de transfert de biens. C'est-à-dire même notre système foncier ne le permet pas. Donc vous pourrez. Je me pose la question justement de savoir comment, au niveau d'une banque participative, vous allez pouvoir avoir un bien que vous allez qui n'est pas encore fini, dont on n'a pas encore le titre, qui est en cours d'achèvement, et le pouvoir retransférer une espèce de garantie de livraison. C'est compliqué tout ça à votre niveau. Il y a des schémas qui s'approprient plus à ça, c'est l'istisna. L'istisna, effectivement, est un mode de financement qui est davantage destiné aux entreprises qu'aux particuliers, mais on peut utiliser l'istisna pour un particulier qui construit lui-même son logement. Il construit lui-même son logement. Maintenant, est-ce qu'on va effectivement essayer d'utiliser l'istisna pour quelque part dupliquer le schéma du VFA pour un acquéreur chez un promoteur immobilier? Je pense que nos structures de part et d'autre chez l'ensemble des confrères vont devoir se plancher sur leur copie pour pouvoir effectivement sortir une structure dans ce sens-là. Alors, ce que vous évoquez là, justement, je pense que c'est un point très important, parce que vous dites c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Le modèle marocain, justement, sécurise en fait dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail de fait par les banques, qui vont devoir l'étayer en termes justement de règles chariatiques au niveau de la structuration du financement, mais ça ne pourra voir le jour de toute façon que s'il y a un tampon de la part du CSO. Et donc c'est dans ce sens-là que la structuration de ce marché au niveau du Maroc est quelque part saine en termes d'approche et sécurise le client sur la conformité des produits qui sont mis en vente. Absolument.
Alors, il y a un point qui est quand même important, Saleda qui nous l'évoque sur la page Facebook, c'est l'assurance. On est bien d'accord. Tsakafoul. Et là aussi, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, et notamment sur les crédits d'essai invalidité qui sont adossés au crédit immobilier. Ça, c'est dans le monde classique de la banque classique. Dans le cadre de la finance participative, on l'a bien compris, on pourra acheter un bien, il vous serait revendu. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en cas de décès? On parlait de défaillance tout à l'heure, de gens qui ne payaient pas, mais là, en cas de décès, d'invalidité, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de produit qui soit juridiquement, on va dire, et d'un point de vue réglementaire, valable en termes d'assurance pour couvrir des financements de ce type. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de faire un pont avec les assurances classiques qui existent sur le marché, ou est-ce qu'on va devoir attendre avant de délivrer ces premières murabaha d'avoir enfin ce cadre pour le Tsakafoul? C'est une protection du consommateur. L'assurance, effectivement. Et pour la banque aussi. La banque, de toutes les manières, elle a un gage. Si l'assurance n'est pas là, c'est le consommateur qui, quelque part, est exposé. Ouais, s'il meurt, la banque, normalement, je dis sur papier, normalement, la banque réalise sa garantie et récupère son bien. L'assurance décès et invalidité a été mise en place, effectivement, pour permettre de protéger le consommateur. Vous mentionnez, effectivement, vous étayez là sur la table, le fait que sur cette période intermédiaire, tant que le Tsakafoul n'est pas encore mis en place, pour permettre effectivement à ces primo-acquéreurs ou ces acquéreurs, durant cette période intermédiaire, de se couvrir contre ce risque-là, il y a ce risque-là. Donc c'est une faille qui existe dans l'état actuel des choses, mais je pense que c'est une faille qui va durer peut-être 6 mois, 9 mois, le temps que les textes soient adoptés et que ces produits soient mis en place. Ce n'est pas quelque chose qui est pérenne. L'état de développement relatifs au Tsakafoul sont bien avancés. La loi sur le Tsakafoul était passée avant la loi et passée après la loi bancaire. Nous comprenons que l'autorité relative à l'assurance est en train de se pencher sur les circulaires d'application avec la profession. Donc d'ici peu, nous pensons que d'ici fin du 2e trimestre, il y aurait une offre sur le marché qui permettrait effectivement de répondre à ces attentes de la part des consommateurs. Parce que ça va quand même, j'imagine, sans cette assurance adossée à ces financements, ça va vous écrémer considérablement le marché, parce que pour pouvoir faire jouer des garanties, pour que ça soit les héritiers et les ayants droit qui soient, finalement vous allez vous retourner contre les ayants droit finalement, ou alors c'est les ayants droit qui vont en pâtir, puisque vous allez devoir logiquement vous retournez sur le bien en question, le récupérer on parle pas de créance, si on parle de créance dans le cadre créance commerciale, voilà. En fait, la banque a un véritable devoir de conseil par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas avoir d'assurance décès, je dirais que c'est quasiment irresponsable pour quelqu'un vis-à-vis de ses héritiers, parce que c'est son conjoint, c'est ses enfants qui peuvent se retrouver à la rue demain. Chose que la banque, de toute façon, ne souhaite pas. Parce de toute façon, dans la banque classique, c'est obligatoire, c'est adossé. Obligatoire, non, ça n'a jamais été de manière légalement obligatoire. C'est-à-dire que c'est le devoir de conseil des banques qui fait... C'est vendu à dans la pratique, on incite fortement le client à le faire. Absolument. Nous ne le ferons pas tant qu'il n'y aura pas de Tsakafoul. Nous ne le ferons pas. Par contre, dès qu'il y aura Tsakafoul, nous demanderons aux clients d'apporter une assurance Tsakafoul pour se couvrir. Parce qu'aujourd'hui, clairement impossible de couvrir avec une assurance classique aujourd'hui, qui est de faire le pont entre les deux mondes. Non, c'est ce qui est déjà prohibé, quoi. C'est-à-dire, c'est effectivement et là, le régulateur, il est très strict. Il faut absolument une manière pour séparer les deux environnements, les deux écosystèmes. Et imaginer des ponts de ce type-là, techniquement, ça pourrait être possible, mais je suis certain que pour des raisons d'éthique, pour des raisons surtout vis-à-vis du conseil de conseil supérieur des oulémas, ça va être compliqué que ça soit validé. En plus, il y a aussi la partie qu'il faut pas négliger, c'est la partie fiscale. Et là, c'est un appel aux professionnels comme à la CAPS, qui est l'autorité de tutelle, effectivement, d'activer les choses, sachant que la DGI, là, il faut leur rendre hommage, on finit par imaginer et promulguer et concevoir le cadre fiscal avant la publication
quand même de la loi quand même. C'est-à-dire pour vous dire que avant les agréments ainsi de suite, donc les agréments et les circulaires, donc dire que l'administration fiscale pourrait bien accompagner ce changement majeur, mais faudrait-il encore en quelque sorte avoir des éléments de la part des professionnels. Mais c'est important effectivement, ça devrait encore donner un coup de pouce aux produits alternatifs. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, dernière partie, il est 12h38, il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour continuer à parler de finances participatives. Vous pouvez nous poser vos questions sur la page Facebook, j'en ai beaucoup sur la page Facebook, vous pouvez nous appeler aussi 05 22 95 36 70 ou 80. Abdsamad Aïsami est avec nous, président du directoire de Oumnia Bank, monsieur Adnan El-Gdari, directeur général de Oumnia Bank, qui est une filiale du CIH, qui commercialisera des produits de finances participatives, et Mehdi El Fakher, notre fiscaliste maison. Alors, j'ai une question justement sur. Alors c'est vrai qu'on parlait pendant le flash info, on parlait d'éthique, on parlait de pas moraliser le marché. J'aime pas ce mot de moralisation, mais bon, peut-être ramener un peu d'éthique dans le marché et notamment d'un point de vue fiscal. Nadia nous dit, est-ce que les autorités fiscales et les autorités judiciaires disposeront du droit d'accès à l'information sur les clients au sein des banques participatives? Alors bon, j'imagine que les ATD, le droit de contrôle des comptes, etc. Est-ce que ça fonctionne au même principe, sur le même principe? Absolument, parce que le droit à la communication, il est déjà consacré par le Code général des impôts. Donc, l'inspecteur de l'impôt, en cas de contrôle, il a la latitude de demander et d'investiguer et d'avoir le maximum d'informations, bien sûr, dans le cadre de sa démarche de contrôle. Il n'y a pas de restriction en la matière, il n'y a pas de restriction particulière, comme c'est le cas. Le droit à la communication, il a même évolué pour que l'inspecteur des impôts puisse solliciter d'autres administrations, d'autres entités pour avoir quand même des infos. Prenons le cas des banques actuellement. Aujourd'hui, l'administration des impôts peut solliciter le cadastre, peut solliciter les impôts pour obtenir des informations, mais à condition que ces informations soient bien sûr dans le cadre propre de ces contrôles, ça c'est clair. Pas n'importe quelle information, c'est-à-dire il y a des informations qui sont d'ordre stratégique, d'ordre, je dirais, plus ou moins conventionnel, mais un dossier de crédit qui est comptabilisé et qui figure dans les livres comptables d'une banque participative, effectivement, il a le droit de l'examiner dans le cadre de sa mission. Alors, moi, ma question, elle est, vous savez qu'on en parle tout le temps sur ce plateau. Souvent, on reçoit les gens de la DGI. Alors, je lis ce que vous m'avez marqué sur le papier. On ne pourra pas être de paradis fiscal. On ne pourrait pas mettre un paradis fiscal. Mais non, moi, je veux savoir si vous allez être le contraire, si vous allez être un enfer fiscal. Je m'explique. Aujourd'hui, on a un vrai challenge dans notre pays. C'est Mehdi, vous le savez. C'est-à-dire que on a une partie de la population qui paye des impôts, une autre partie qui échappe, et une autre partie qui échappe est souvent non bancarisée. Ça veut pas dire des gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas d'argent, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bancarisés pour d'autres raisons que celles que vous avez évoquées, et qui est, ne pas être transparent, échapper à l'impôt. Est-ce que vous serez finalement, est-ce que vous pourrez être un bras, alors je vais pas dire un bras armé, mais une espèce de vecteur qui permettra d'apporter un peu d'éthique? Parce que si quelqu'un vient vous voir, moi je veux juste savoir, si quelqu'un vient vous voir, quelqu'un qui a des convictions religieuses, il y en a beaucoup qui ont des convictions religieuses, qui attendent la finance participative, et est-ce que vous serez capable de lui faire la leçon sur le fait d'être un citoyen fiscal aussi? Ça fait partie des obligations. Je pose la question. Je sais que c'est compliqué comme débat. Est-ce que ça va être votre rôle? En fait, on porte dans notre manière de faire une transparence qui s'impose à nous et qui s'impose à tous. Parce que en étant non pas un intermédiaire juste financier, en étant un intermédiaire économique, nous sommes quelque part partie prenante dans l'ensemble des transactions. Donc ça impose une transparence de fait. Quand vous dites par exemple, quand quelqu'un veut financer un bien immobilier, la banque doit l'acheter et le vendre, quelque part, toutes les transactions sont tracées. Quand vous dites à une entreprise, si tu veux qu'on t'accompagne dans ton cycle d'exploitation, on achète tes matières premières et on te les vend, là aussi, on impose une transparence transactionnelle, donc une transparence au niveau aussi
de la fiscalité, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de noir, on n'est pas partie prenante dans du noir, on va pas payer sans la TVA, on va pas, etc., etc. Donc, ce qui fait que structurellement, la finance participative, dans ses fondements même, quelque part, elle agit positivement sur l'économie. Est-ce que vous avez... Je pousse le bouchon plus loin, excusez-moi. Est-ce que... Et donc, ça fait partie de nos valeurs. Ouais. Alors justement, est-ce que l'éthique fiscale sera prise en compte pour un client? Je regarde si Mehdi El Fakhel. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas avoir le droit de regard, vous n'êtes pas des inspecteurs du fisc. Mais est-ce que dans l'éthique de la finance participative, où on sait quels sont les projets qui ne doivent pas concerner la finance participative, alors que ça soit l'usure ou que ça soit les projets liés à l'alcool, le porc, etc., et bien sûr toutes les activités illicites, est-ce que la fraude fiscale fait partie de ces valeurs qui peuvent rentrer dans... Est-ce que vous pouvez exclure, je pose la question, hein, je réfléchis à haute voix, un client qui serait finalement pris en flagrant délit, soit d'évasion fiscale, soit de blanchiment, de fraude fiscale, comme ça peut exister. Alors, je sais pas si le terme existe chez nous. Est-ce que ça fait pas... Je regarde s'il m'a dit, j'essaie de savoir si ça rentre dans ces valeurs-là. Alors aujourd'hui, effectivement, je dirais il y a un double, je dirais, il y a deux niveaux de raisonnement. Il y a le niveau réglementaire, dans la mesure où l'ensemble des établissements agréés sont soumis à ce qu'on appelle un droit de vigilance. Oui. Donc ils doivent avoir le maximum d'informations sur leurs clients et sur la nature, la provenance en quelque sorte et la source de leurs revenus, la source de leurs flux financiers. Et pour la partie fiscale, un client qui est identifié fiscalement et qui ramène un dossier juridique où il est identifié fiscalement. Et que, attention, les banques commencent à le demander, c'est qu'ils demandent parfois des bilans, des établissements et des états de synthèse certifiés par l'administration fiscale, comme quoi ce monsieur s'acquitte correctement de ses impôts. Là, la banque prend le maximum de précautions pour s'assurer que ce client est conforme d'un point de vue fiscal. Oui, mais au niveau d'une banque classique, c'est pas une question de valeur. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui vont arriver avec du cash, l'argent, même s'il y a une obligation aujourd'hui sur les mesures anti-blanchiment d'argent, etc. Mais bon, l'argent n'a pas d'odeur pour une banque. Si vous avez de l'argent dans votre compte, il n'y a pas de problème. Par contre, je parlais des valeurs, vraiment. Non, je suis obligé de m'inscrire en faux, même pour les banques conventionnelles. Même pour les banques conventionnelles, les règles sont les mêmes. C'est-à-dire qu'une banque conventionnelle ne prend pas de l'argent sans vérifier la source de l'argent. C'est très important à signaler. Nous sommes effectivement sur un plateau qui parle de la finance participative. Il est hors de question que l'on dénigre les banques conventionnelles. Ah non, mais je les dénigre pas. Mais je dis que bien au contraire, elles sont soumises aux mêmes règles de vigilance. Mais vous n'avez pas les mêmes valeurs. Je ne peux pas dire ça, parce que je ne peux pas dire ça. Nous avons des modes de fonctionnement qui sont complètement différents. Je ne vais pas dire qu'une banque conventionnelle n'a pas des valeurs ou des mêmes valeurs. Elle peut s'inscrire dans les mêmes valeurs si elle veut de transparence, etc. C'est totalement son droit. Je dis simplement que la banque participative, dans ses fondements même, c'est-à-dire dans son mode de fonctionnement, dans les principes avec lesquels elle est régie, la transparence est de fait. Puisque nous sommes partie prenante dans les transactions. Maintenant, le devoir de vigilance s'impose à tous de la même manière. Et obligatoirement, la banque doit établir une déclaration de soupçon lorsque les mouvements... Non, mais ça, c'est n'importe quelle banque, ça. Oui, mais c'est déjà ça quand même. Oui, non, mais d'accord. Moi, je voulais voir vraiment si c'était renforcé au niveau des banques participatives de fait. Et excusez-moi d'insister là-dessus, c'est que vous vendez aussi ça avec des valeurs qui sont particulières, qui ne sont pas communes à toutes les banques commerciales de la place. C'est pour ça que je dénigrerai pas les banques classiques, bien au contraire. Mais on est quand même sur des valeurs bien particulières, d'éthique. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas éthiques, mais bon, il y a quand même des transactions ou alors des activités que nos banques classiques financent et que vous ne financerez pas au nom de vos valeurs. J'ai aujourd'hui juste fait ça que la banque centrale, c'est-à-dire la banque El Maghreb, oblige à disposer d'une fonction qui s'appelle conformité. Oui. Pour les banques conventionnelles, et ça sera de même pour les banques islamiques, plutôt participatives, qui est censé veiller sur le respect de ces valeurs, des valeurs d'éthique d'ordre général. Donc on peut dedans trouver de la déontologie, l'éthique anti-blanchiment et le financement de terrorisme, et surtout de la qualité. Donc effectivement, il y a déjà une volonté du régulateur pour que ça soit déjà ancré. Parce que la banque, elle a une vocation universelle, il se doit de donner l'exemple.
Alors, j'ai Younes qui pose une question très très concrète, très technique. C'est vrai que lorsqu'on veut prendre un crédit, on nous demande cette sacro-sainte domiciliation du salaire. Et Younes demande, est-ce que la domiciliation du salaire sera toujours obligatoire ou demandée par les banques participatives pour être éligible à leurs offres ? Je pense que déjà le projet de mobilité bancaire restreint cette contrainte qu'appliquaient les banques auparavant. Bon, oui. Ça s'applique pour les demandes. La réponse est très simple. Effectivement, c'est une mesure de contrôle de risque de la part de la banque qui octroie le financement à son client. Les sociétés de crédit à la consommation opèrent sans cette domiciliation à travers des prélèvements. Techniquement, c'est possible. Maintenant, c'est une politique commerciale que va adopter tout un chacun. Alors, ça pose une question aussi d'Omar sur la page Facebook qui dit, toute bête, et c'est vrai, est-ce qu'on pourra faire des virements de compte à compte de ma banque classique à un compte dans une banque de finances participative ? C'est-à-dire que moi, j'ai un compte dans ma banque, je le garde, et puis j'ouvre un compte dans une banque participative. Est-ce que je vais pouvoir faire des virements ? Bien entendu. Tous les transferts d'un monde à l'autre sont possibles. Je pourrais prendre une carte monétique du conventionnel, venir retirer de l'argent chez un guichet participatif. De la même manière, je pourrais prendre un virement du conventionnel, de mon compte, de mon employeur, qui, lui, est dans le conventionnel, vers le monde participatif. Je ne cite pas le contraire, c'est également possible, mais on cherche d'abord à collecter les dépôts. Les chèques aussi, c'est-à-dire qu'il peut déposer un chèque. Exactement. Sans problème. Par contre, la contrainte qui se pose aux banques participatives, c'est qu'elles ne peuvent pas emprunter de l'argent aux banques conventionnelles. Oui. Elles ne peuvent pas non plus prêter de l'argent aux banques conventionnelles. C'est-à-dire que c'est là, Mehdi parlait effectivement de tout l'écosystème qui est en train de se mettre en place au niveau de Banque Maghreb pour permettre à ce qu'il y ait un marché monétaire, on va dire, qui est spécifique aux banques participatives. Ça, c'est quelque chose qui est en cours d'évolution, mais ça sera essentiellement des échanges avec les banques participatives, au même titre que, par exemple, les banques participatives ne pourront pas souscrire au bon du Trésor aujourd'hui. Il y a aujourd'hui tout un projet qui est en cours pour lancer les Sukuk, qui seront pas réservés aux banques participatives, mais en tous les cas, l'inverse ne sera pas possible. C'est-à-dire que les banques conventionnelles pourront éventuellement souscrire au Sukuk, mais pas l'inverse. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens, et ça c'est la question que je vous pose, j'imagine que dans vos études de marché, ça a dû apparaître sur les motivations pour aller vers les banques participatives, et ceux qui ont des convictions entre guillemets, ça c'est des questions qui reviennent très souvent aussi, c'est ce système de vase communicant entre l'argent, je mets des gros guillemets, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui vont le dire, vous savez, cet argent pas halal avec l'argent halal. Je sais, je mets des gros guillemets, vraiment je mets des gros guillemets, c'est pour ça qu'on appelle ça la finance participative chez nous. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces gens-là qui vous disent, voilà, le fait qu'il y ait aucune séparation entre les deux mondes, encore une fois avec des gros guillemets, est-ce que ça va être garant d'une finance, entre guillemets, encore une fois propre, éthique, etc. Est-ce que ça, c'est des conceptions auxquelles vous devrez faire face lorsque vous allez avoir des clients qui vont arriver et qui vont dire mais finalement c'est le même argent qu'il y a dans les banques classiques qui va aller dans les banques participatives. J'essaie un peu d'étayer cette séparation dont vous parlez. Nous avons, je parle pour notre cas, toutes les 5 banques participatives sont des banques qui ont été créées dans des structures juridiques à part, avec leur propre système d'information, avec leur propre personnel, avec leur propre agence. Donc la séparation physique, elle est là. Maintenant, lorsque vous me dites la séparation, c'est le même argent qui va circuler de part et d'autre, oui. Même en Arabie Saoudite, il y a des banques conventionnelles, il y a des produits islamiques, il n'y a pas des banques islamiques, il y a des produits islamiques à l'équivalent des produits alternatifs qui existent, mais c'est le même rial saoudi qui passe d'un côté à l'autre. J'ai pris cet exemple-là effectivement pour le schématiser, et ça se répète aussi bien aux Émirats Arabes Unis, au Koweït ou en Turquie. Donc la monnaie, c'est la même. Qu'elle change de main entre deux, c'est la finalité, l'utilisation qu'on fait de cette monnaie qui diffère. Nous faisons du commerce. Nos confrères du conventionnel font du financement par l'argent. Sans plus. Donc cette séparation, elle est là.
Alors, j'ai Salim, depuis tout à l'heure on parle de financement, j'ai Salim qui nous parle, vous en avez parlé tout à l'heure, mais très brièvement, des produits d'épargne, entre guillemets. C'est-à-dire que Salim pose la question, est-ce qu'il y aura des comptes sur carnet et des produits d'épargne, mais comment vont-ils fonctionner, puisque on n'a pas d'intérêt là. L'argent, autant vous n'allez pas procéder à des intérêts lorsqu'on va emprunter de l'argent, mais de l'autre côté aussi, si je vous donne des dépôts, de quelle manière est-ce que ça va être rémunéré et les niveaux de risque et voilà, comment ça va fonctionner? Alors justement, on en parlait tout à l'heure. D'abord, il y a la possibilité d'ouvrir des comptes courants. Oui. Je pense qu'il faut le rappeler parce que c'est une question qu'on a assez souvent, des gens qui se posent la question, est-ce que vous couvrez tous les besoins des citoyens, etc. Oui, donc il y aura chéquier, carte, tout ça. Oui, il y aura le chéquier, la carte, on peut faire des virements, des prélèvements, enfin, c'est une banque à part entière qui répond à tous les besoins des clients. Oui, sur l'épargne, effectivement, il y a ce qu'on appelle les dépôts d'investissement qui sont, eux, régis par des contrats de type Modaraba, c'est-à-dire que le client confie son épargne à la banque pour qu'elle puisse faire fructifier son épargne. Oui. Mais justement, on fait fructifier l'épargne du client par les activités que la banque développe par ailleurs, c'est-à-dire les financements qu'elle octroie à d'autres clients. Et c'est dans ce sens-là que je disais, il y a une part de responsabilité importante au niveau des banques participatives parce qu'elles sont quand même les garantes d'une rentabilité des clients, des fonds qui lui sont confiés par ses clients. Donc on doit les gérer en bon père de famille, on doit les investir de manière raisonnée, on doit avoir une approche de risque qui est très conforme par rapport à ce qu'on est en train de faire, parce que nous partageons quelque part l'argent qui est dégagé, c'est-à-dire toute la rentabilité, entre les actionnaires, et après avoir payé bien entendu l'ensemble des charges et du personnel, les actionnaires et les déposants chez nous qui ont des dépôts d'investissement. Ils profitent exactement de notre rentabilité. C'est-à-dire quand on prête nos crédits, on partage avec eux, on gagne une marge par exemple sur un crédit, cette marge, il y a un mode de répartition sur lequel on est transparent dès le début. On lui dit qu'il y a un pourcentage qui nous revient, il y a un pourcentage qui revient au client, et à la fin de chaque période, nous devons, quand nous publions, dire voilà combien est-ce que nous avons gagné, voilà la part qui revient aux épargnants, voilà la part qui revient à la banque. Donc il y a une totale transparence par rapport à ça, et il y a une... Donc il y aura un risque constant, on ne peut pas être dans ces taux assurés par un compte sur carnet par exemple. En général, on juge la rentabilité d'une banque sur son historique, généralement. C'est-à-dire qu'une banque participative ou une banque islamique dans les pays qui ont développé ce type d'industrie, c'est généralement sur l'historique et sur la capacité de la banque à pouvoir générer un rendement récurrent que les gens peuvent apprécier par le passé. Donc il va falloir qu'on puisse, nous, au début, estimer, parce qu'on peut estimer, c'est-à-dire si on fait bien notre travail par rapport au stock de financement que nous avons, aux marges qui puissent dégager, on peut dire raisonnablement qu'on aura éventuellement un rendement qui sera évalué à temps. Mais il n'y a aucune garantie par rapport à ça, et c'est l'histoire qui montrera qu'une banque gère bien et qu'elle est capable de pouvoir rémunérer correctement les fonds de ses déposants. Absolument. Vas-y. Non, pas de détails par rapport à ça. Donc moi j'ajouterais juste que effectivement la volonté des banques, effectivement, c'est de drainer l'épargne, de drainer en quelque sorte cet argent qui échappe au circuit bancaire pour des raisons culturelles et pour des raisons, c'est-à-dire de conviction. Beaucoup de personnes refusent aujourd'hui de déposer leur argent parce qu'ils ont des préjugés ou ils ont une manière un petit peu de voir la chose. Maintenant, effectivement, une partie bien sûr de nos concitoyens considéraient qu'avec l'avènement des banques participatives, c'est un obstacle sur le plan éthique et culturel qui saute et qu'ils peuvent absolument confier leur argent à ces banques. Alors Jaleda qui pose une question sur est-ce que vous serez, pose la question à Omni, sur des projets de microfinance comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le modèle de la finance participative. Le métier de microfinance s'exerce à travers des structures à part. Dans l'immédiat, nous n'en avons pas encore. C'est quelque chose qui revient aux actionnaires, effectivement. C'est un projet qu'on pourrait considérer ultérieurement, mais pas immédiatement. D'accord. Bon. Alors, j'ai une question sur les OPCI. Bon, les organismes de placement collectif en immobilier.
vous le savez, qu'il y a une... alors bon, pour ceux qui nous écoutent, on en avait parlé il y a quelque temps, qu'une loi est apparue, enfin qu'une est entrée en vigueur, hein, enfin entre guillemets, sur les organismes de placement collectif en immobilier, ce qu'on appelle la pierre papier, hein, c'est-à-dire qu'en gros vous investissez dans des organismes qui achètent des biens immobiliers, qui les gèrent, qui sont en termes de gestion locative et qui facturent. On n'est pas dans la spéculation. Est-ce que ça sont des organismes de placement? Est-ce que ce sont des produits de placement et d'épargne qui correspondent, qui sont Sharia compliant, qui sont en harmonie avec le principe de la finance participative? Ça pourrait être un support d'investissement, moyennant bien entendu. Parce que là, il y a de l'asset backing. On est en train de parler de choses qu'on achète. Bien entendu, mais il va falloir toujours passer par la case du CSO, dans le sens, effectivement, on ne va pas investir dans des OPCI qui, eux, ont des actifs qui opèrent dans des activités illicites, par exemple. On ne va pas non plus peut-être investir dans des OPCI qui sont surendettés ou un niveau d'endettement qui est d'un certain niveau, mais l'investissement dans la pierre papier est un investissement qui est Sharia conforme. Donc, il répond à ces deux critères. C'est-à-dire, aux premières vues, c'est quelque chose, c'est un support techniquement, il faut aller à l'intérieur et puis voir de quelle manière ça sera. Notamment en ce qui concerne la rémunération, le rendement qu'il va falloir préfixer ou fixer à l'avance. Donc, il faut voir une manière un petit peu de le rendre flexible pour convaincre l'investisseur. Parce qu'aujourd'hui, les OPCI, nous attendons d'un moment à l'autre le lancement des premiers. C'est un rendement qui est fixé à l'avance. C'est comme le cas pour les OPCVM. Mais qui ne sont pas sans risque. Hein. Faut pas dire aux gens que c'est sans risque. Il est clair. 11h05. Oui, je vous vois dire ça. Sur les OPCVM, les rendements ne sont pas fixés, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi historiques, ils sont prévisibles dans le sens que généralement c'est baqué sur des loyers, sur des choses qui sont tangibles, c'est-à-dire que l'on peut estimer sur les mois à venir ou même sur les années à venir, parce que c'est des contrats de location généralement, etc. Donc il n'y a pas de connaissance certaine du rendement. Vu que c'est basé quand même sur des contrats de location, qu'on connaît les gens qui louent, qu'on connaît les contrats, les rendements, on peut évaluer le rendement. Je rappelle quand même que les OPCI aujourd'hui sont ouverts, si Mehdi pourra me corriger, essentiellement sur du foncier professionnel. Oui, c'est du foncier professionnel, absolument. Pas encore le foncier résidentiel qui pourra ouvrir encore plus justement ce marché-là et le rendre encore plus intéressant. Merci à vous, c'était les experts spécial finance participative. Merci d'avoir éclairé nos lanternes sur ce sujet-là. Je vous souhaite un excellent week-end sur Atlantique. Bien sûr, on se retrouve lundi entre 10h et midi avec Serge Sewell. On parlera de vie professionnelle et de droit du travail comme tous les lundis. À lundi!